Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau tutoriel InDesign pour débutants. On va voir donc les bases depuis le début, la création d'un nouveau document. Donc cliquez ici sur Créer et vous arrivez dans la boîte de dialogue du nouveau document. On voit tout ici qu'on nous propose plusieurs styles. Donc par exemple l'impression, si je clique sur impression, je vois que la taille est en millimètres. On le voit pas là, mais que les couleurs sont en CMJN, donc des couleurs pour l'impression. Si je clique ici pour le web, là on parle de pixels maintenant. On peut toujours choisir l'orientation de sa page. Et là par contre, ce sera du RGB au niveau des couleurs. Donc on peut choisir l'orientation, en paysage ou en portrait. On peut choisir le nombre de pages. Là, je vais mettre 3 et les pages en vis-à-vis. Donc, si vous faites un livre, il y a toujours une page, deux pages côte à côte, des pages en vis-à-vis. Donc, à partir de la page 1, donc il considère que la page 1 est la couverture. Ensuite, les colonnes que vous trouvez ici, ça, ce sont des colonnes qui vont uniquement se dessiner pour vous guider sur votre feuille, sur votre plan de travail, mais elles n'apparaîtront pas à l'impression. Ce sont vraiment des colonnes indicatives pour vous aider à placer votre contenu. La gouttière, c'est l'espacement entre ces colonnes. Donc là, vous avez les marges. Vous pouvez ajouter du fond perdu. On voit que la chaîne est liée. Donc si on met du fond perdu de 5 de 5 pixels, les valeurs viennent partout. Hein. Par contre, si je casse la ligne, si je casse la chaîne ici et que je mets 8 ici, il va rester donc 8 ici et 5 ailleurs. Hein. Hop. Et là, bon, donc je relis la chaîne, il me met 8 partout. Donc voilà, moi je vais prendre une page en impression, une page A4, en prenant le soin d'entrer 3 pages, et je vais faire créer. Alors on voit bien ici dans mon panneau page que j'ai 3 pages. Voilà. Maintenant, je vais ajouter mon premier bloc de texte, donc ce sera un titre, voilà, que je vais sobrement appeler titre. Sans faute d'orthographe. Voilà. Là, je vais aller modifier la police d'écriture. Arial. Je vais mettre, voilà, Arial Black. Je vais mettre, je sais pas, en suffisamment grand. Ensuite, avec CTRL Alt C, je réduis le bloc de texte à la taille juste nécessaire pour contenir le texte qui se trouve là. Ensuite, avec ma pointe noire ou le raccourci clavier V, vous pouvez bouger ce bloc de texte sans problème. Vous pouvez en agrandir la taille du bloc. Voilà, un petit peu. Ensuite, je vais faire un second bloc qui sera un bloc de paragraphe. Donc ici. Donc là, j'avais déjà du texte dans mon presse-papier, donc je le colle. Et je vois qu'il souligne qu'une partie hein, des mots. Je lui ai déjà dit que je travaillais donc en français et il va faire attention à l'orthographe des mots. Donc on voit que là il y a deux façons de faire. Donc si je sélectionne par exemple ce texte-là et que je modifie la taille de la police d'écriture, on voit que c'est seulement le texte que j'ai sélectionné. Donc en gros comme fonctionnerait un éditeur de texte comme Word, ça va donc changer que le texte qu'on a sélectionné. Avec un CTRL-Z, je reviens à la présentation d'avant. Mais l'avantage avec InDesign, c'est qu'avec votre flèche noire, vous pouvez sélectionner avec un simple clic tout le bloc de texte. Donc là, par exemple, j'ai cliqué, on voit qu'il est entouré de bleu, hein, qu'il est sélectionné. Je reprends mon curseur texte pour accéder ici au menu dynamique avec les outils texte. Hein. Je l'ai sélectionné donc avec la flèche noire, mais je veux les outils texte. Et là, je lui dis, bah écoute, moi j'aimerais ce texte en Arial régulier, d'une taille de 18. Voilà.
On voit tout de suite qu'il y a une petite flèche, un petit plus rouge qui apparaît ici. Donc, ça veut dire que du texte reste dans le presse-papier, que tout le texte n'a pas pu être mis au bon endroit. Donc, je clique dessus et vous voyez ici que le texte est dans le presse-papier. Donc, je recolle. Si j'ai un petit plus ici, ça veut dire que il y a encore du texte dans le presse-papier. Je clique dessus et je peux importer le reste de mon texte. Voilà. Ça, c'est très pratique. Parce que vous n'allez louper aucune partie de votre texte. C'est vraiment top. Maintenant que j'ai un titre avec une mise en forme qui me plaît, que j'ai un paragraphe avec une mise en forme qui me plaît, je vais créer des styles de paragraphes enfin, des styles de paragraphes selon les modèles que je viens de faire là. Alors pour les styles de paragraphes, on a deux solutions. La première serait de ne rien sélectionner, donc vous cliquez n'importe où mais hors de votre document. Vous cliquez ici sur nouveau style de paragraphe et là donc vous lui donnez un nom déjà, style de paragraphe, je sais pas, disons 1. Vous pouvez lui dire bah voilà, moi j'aimerais que ce soit en Arial. En régulier, que la police soit peut-être plutôt de 14. Et là, on peut tout choisir, hein, son interligne, voilà, la casse, hein, donc si on veut des petites capitales, si on veut que tout soit en capitale, par exemple, enfin voilà. Vous pouvez définir vraiment chacun des paramètres du paragraphe. Hein. Quand on a réglé tous nos paramètres, on met OK. Donc là, pour l'instant, aucun style de paragraphe n'est attribué à ce nouveau style de paragraphe. En fait, aucun bloc de texte n'est attribué à ce style de paragraphe. Par contre, maintenant, je vais vous montrer une deuxième façon de faire. Donc, vous venez avec votre flèche noire avec le raccourci clavier V, vous sélectionnez un bloc de texte. Donc, vous voyez que maintenant qu'il est sélectionné. Et vous répétez la même opération. Vous allez dans style de paragraphe, vous cliquez ici sur plus d'outils et nouveau style de paragraphe. Là, il va récupérer le style du bloc que vous venez de sélectionner pour en faire un style de paragraphe. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout entrer. Vous trouvez la même fonction, par exemple, dans Word, quand vous avez écrit un texte avec une nouvelle police d'écriture, un nouveau paragraphe. Vous pouvez faire clic droit et vous pouvez l'ajouter dans les styles. Donc, c'est un petit peu similaire. On voit effectivement qu'on retrouve l'Arial 18 que j'avais mis donc dans mon paragraphe. Je vais l'appeler paragraphe simple. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec le titre et vous verrez à quel point attribuer un style au titre peut avoir vraiment une force assez incroyable. Donc, vous cliquez sur titre, hein, on voit ici là qu'il est entouré, qu'il est sélectionné. Vous venez ici, nouveau style de paragraphe, vous rentrez que c'est un titre principal. Les styles, vous les appelez comme vous voulez, évidemment. Voilà. Donc on verra un petit peu plus loin, après, pourquoi c'est vraiment top de définir les choses comme ça, du moins le titre. Maintenant, je vais vous montrer, donc on va réduire un petit peu, centrer tout ça. Voilà. On voit toujours ici qu'il manque de la place pour terminer le paragraphe. Soit là c'est après à vous de voir, hein, on agrandit le bloc, enfin il y a plein de façons de faire différentes selon votre présentation. Maintenant j'aimerais vous montrer comment finalement ce qu'on a préparé comme style de titre et style de paragraphe, à quel point ça peut être fort. Donc maintenant j'ai mon deuxième titre, mon titre 2. Et je vais aussi avoir un paragraphe 2 qui va se trouver ici. Et j'ai du texte dans le presse-papier que je colle directement. Voilà, donc je prends ma flèche noire. Et maintenant qu'on a défini un style de titre, un style de paragraphe, j'ai plus qu'à aller cliquer. Donc là, je sélectionne mon titre ou mon paragraphe. En tout cas, le titre, je lui donne le style titre principal. Et mon paragraphe, je lui donne le style paragraphe simple. Ça, c'est super pratique pour votre mise en forme.
C'est super pratique pour gagner du temps dans vos documents, pour uniformiser plein de choses. Je sais pas moi, les légendes, le texte selon l'endroit où il se trouve. Enfin voilà, c'est super pratique. Maintenant, on aimerait peut-être ajouter une petite image. Et comme pour beaucoup de choses avec Illustrator, il existe plein de méthodes pour ajouter votre image. Je vais vous en montrer déjà une. Donc, vous prenez ici l'outil de bloc rectangulaire ou bloc elliptique, là c'est vraiment égal. Vous dessinez votre forme, l'endroit pour recevoir votre photo. Et vous allez chercher la photo à importer. Là, vous voyez quand vous la glissez déposée, on a un petit plus qui apparaît proche de notre curseur. Quand vous lâchez la photo, il va automatiquement la mettre, pour autant que vous survolez la zone que vous avez dessinée, dans la zone dessinée. Par contre, il va aussi la mettre dans la taille réelle à laquelle elle est enregistrée dans votre ordinateur. Donc là, typiquement, on voit rien du tout. Donc, je vais double-cliquer sur mon image et vous voyez ici, il y a un tour orange qui apparaît. Donc là, c'est la taille réelle de l'image. Donc je vais la rapetisser. Regardez les proportions, gardez toujours majuscule enfoncé les proportions de votre image. Sinon, ça fait des trucs un petit peu épiques. Voilà, donc on la retaille, toujours avec la majuscule enfoncée. Oups. Et on la déplace pour qu'on la voie au moins. Voilà. Termine de ici. Vous voyez bien que là, j'agis sur le contenu, et pas le contenant. La taille de l'image, elle est restée la même tout au long de la transformation de l'image. Donc, on veut bien une image de cette taille-là. Par contre, on a rétréci l'image de base pour qu'elle arrive à rentrer dans la place sélectionnée. Une chose, dans InDesign, quand vous importez une photo, elle reste en basse qualité. Elle reste en basse qualité parce que parfois on a des ordinateurs avec une config de fou pour faire du gaming, et ça vous permet finalement de gagner en capacité que les photos ne s'affichent pas en grande qualité. Voilà. Sachez qu'à l'impression, évidemment, elle s'affiche pas toute pixelisée comme elle s'affiche sur le projet, mais ça peut paraître étonnant la première fois qu'on le voit. Donc voilà notre image. Ensuite, pour déplacer, donc vous vous rendez compte que si vous cliquez une fois dans votre image, là, vous agissez sur le contenant. Pardon. Par contre, si vous double-cliquez, et que vous avez donc ce tour orange qui apparaît, là, vous allez agir sur le contenu de votre image, le contenu de votre bloc. Si vous prenez cet outil de transformation manuelle, là c'est assez sympa parce que vous risquez moins de faire d'erreurs, vous déplacez le bloc de texte. Maintenant, ce qui serait assez sympa, c'est de mettre cette image ici, là où vous voyez que le texte passe dessous, mais de lui dire entoure-moi l'image ou quelque chose comme ça. Donc ça se trouve dans l'habillage de texte que vous trouvez ici donc avec fenêtre, habillage de texte. Voilà. Ce qui est important ici, c'est d'appliquer l'habillage de texte à votre bloc image et non à votre bloc texte. Sinon, ça va créer des confusions. Donc, pour ce faire, vous cliquez n'importe où hors de votre document pour désélectionner s'il y avait une sélection. Vous cliquez sur l'image. Oups, là, je vois que dès que j'ai le tour orange qui s'affiche, c'est vraiment que je vais agir sur la taille de l'image, la modifier la taille ou la déplacer. Donc ici, j'ai mon panneau habillage de texte. Donc vous voyez que si vous cliquez ici, habiller le cadre de sélection, on voit que maintenant mon image, voilà, elle laisse un petit, comment vous dire, déjà le texte ne passe plus dessous et que l'image laisse un petit pourtour autour de l'image. Ici, vous rajoutez un nombre, voilà, par exemple 5 mm de pourtour, et vous voyez que votre image, erreur à pas faire, bien regardez si vous êtes en train de déplacer le contenu ou le contenant, j'ai pas fait attention, voilà.
Là, vous pouvez déplacer votre image au milieu de votre texte. Hein. Attention, on voit que si on la met au milieu du texte, il y reste du texte un petit peu perdu. Hein. Donc, je vais agrandir mon texte. Et voilà, on voit que l'image, maintenant, elle se met ainsi avec un tour de 5 mm. Comme quand on clique dessus, hop. Quand on clique dessus, on voit ici le style d'habillage et la marge. Maintenant, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut en faire un style d'objet. Je vais vous montrer et vous verrez que c'est super fort. Donc, on va aller dans Fenêtre, Style, oups, Fenêtre, Style et Style d'objet. Même principe que pour tout à l'heure, pour le style de paragraphe, vous sélectionnez l'objet dont vous aimeriez récupérer la mise en forme, ou le texte, ou le paragraphe, ou peu importe. Vous faites ici nouveau style d'objet, et là je vais rajouter image. Image. Oh, mon clavier qui passe. Oups. Voilà. Image avec marge. Et maintenant, je vais vous montrer à quel point c'est fort. Je vais revenir sur ma page 1 parce que j'ai plus de place pour vous montrer ça. Donc, je reviens ici. Je vais dessiner une zone de texte, une zone, un bloc rectangulaire pour accueillir une image. Donc ici, je vais aller chercher mon image que je vais glisser, déposer à l'intérieur. Voilà. Et là, ben voilà, on voit que finalement, cette image, je reviens au style d'avant, enfin, je reviens au style de base. Hein, le texte passe dessous, il n'y a pas de marge. Quand je le déplace, voilà, ça met pas de marge. Donc, on va dans nos styles d'objets et on clique sur image avec marge et là, super, ça va récupérer notre ancienne mise en forme, enfin la mise en forme qu'on a sauvegardée. Ça, c'est super pratique. Je vais vous montrer maintenant à quel point finalement ces titres, c'est pratique et ça peut être intéressant. Alors, c'est clair, déjà dans Word, on utilise ces choses-là pour gagner du temps, pour gagner des mises en forme et autres. Et là, c'est encore tout comme dans Word d'ailleurs, pour la création d'une table des matières, vous allez à un moment donné choisir une police de caractère qui sera insérée dans la table des matières. Je vais vous montrer tout ça, ça sera plus clair. Donc vous allez, pour ajouter votre table des matières, vous allez dans Page, table des matières. La première chose qu'on va lui dire, bon là je vois qu'il y est déjà, mais on va lui dire quel style de paragraphe on aimerait ajouter à la table des matières. Donc nous on aimerait que ce soit les titres en fait qui aillent dans la table des matières. Donc on lui met ici ajouter. On choisit ici donc dans les styles le style en question. Donc après il faut se veiller de ne pas mettre avec le titre, avec le style titre principal des choses qui ne sont pas des titres principaux affichés dans la table des matières. Donc là c'est vraiment c'est assez fort, mais ça peut créer des erreurs si on travaille un petit peu, comment dire, un petit peu sans réfléchir à ce genre de choses. Donc ensuite on va mettre OK. Là on va lui mettre oui. Et donc je vais pousser ce panneau et on va. Donc vous voyez qu'il était, je vous remontre, vous voyez qu'il est là dans le presse-papier et qu'en fait on va dessiner l'endroit où va se trouver notre table des matières. On va lui mettre une police de caractère un peu plus sympa pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu mieux. Donc on voit quoi? On voit qu'il met le titre ici, le titre donc table des matières, et qu'ensuite il met titre 1, mon titre 2. Donc titre se trouve à la page 1, mon titre 2 se trouve à la page 2. Et maintenant, on va rajouter, pour voir si notre table des matières fonctionne tout bien, on va rajouter un nouveau titre en page 3. On va appeler troisième titre. On va, avec le raccourci clavier V, non, je dis une bêtise, avec la flèche noire. Évidemment que quand on est en train de saisir du texte, le raccourci clavier V ou les autres raccourcis clavier avec des lettres simples, il les comprend pas très bien, hein, il va vous les rajouter dans le texte. Hein. Donc voilà, ici je vais aller chercher titre principal, troisième titre, donc on voit effectivement que ça se rajoute pas tout de suite dans la table des matières.
On vient ici, toujours dans page, et on lui dit de mettre à jour la table des matières. Alors, on lui met oui, voilà. Il nous redonne le style de table le style de texte utilisé pour les titres, en fait. Donc, je resélectionne mon bloc, je vais dans style de paragraphe 1, et on voit effectivement que titre est à la première page, mon titre 2, page 2, mon troisième titre en page 3. Donc voilà, votre table des matières est faite. J'aimerais ensuite passer mon texte ici sur 2 colonnes. Donc j'aimerais un petit peu modifier le bloc de texte. Donc pour ce faire, je vais effectivement dans texte, modifier le bloc de texte. Oui, pardon, c'est dans objet, option de bloc de texte, qu'on trouve plus facilement avec le raccourci CTRL-B. Alors, voilà la boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc ici, vous voyez bien que mon bloc de texte est sélectionné. On voit aussi surtout que j'ai un petit peu de texte qui est en déshérence ici. Bon, étant donné que c'est pas super important, je suis pas en train de faire un article. Donc là, je vais annuler. Je suis pas en train d'écrire un article hyper important. Je suis en train de vous montrer comment on fait. Donc là, je vais enlever le texte en trop. Comme ça m'embête plus. Voilà, donc je reviens ici, je resélectionne mon bloc de texte. Et je fais, je vais aller donc dans objet, dans le bloc de texte. Donc voilà, je dis j'aimerais 2 colonnes. Les colonnes, on voit que visiblement ça fonctionne pas. On n'a pas dû sélectionner juste. Donc on vient ici, on sélectionne notre bloc de texte, on retourne dans objet et toujours pas de texte. Option de bloc de texte. On lui dit qu'on lui aimerait 2 colonnes. Voilà. Là, c'est tout bon. Donc effectivement, il met le texte sur 2 colonnes, ici. La gouttière, c'est donc la marge qui se trouve entre les 2 colonnes. Ensuite, il nous demande si on veut équilibrer les colonnes. Voilà, il y a un petit souci, je vais aller voir. Tac, 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 voilà. Oui, c'était le titre, en fait, qui posait problème, parce que c'était chevauché. Donc, on revient ici. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais mettre cette partie du texte avec 2 colonnes. Donc, je vais dans Objet. Option des blocs de texte. Il faut toujours regarder que aperçu soit cliqué parce que sinon il vous montre pas directement les modifications. Hein. Là, je vais mettre que j'aimerais 2 colonnes. Oups, je vais fermer un peu vite. Donc objet, option, bloc de texte. Donc effectivement 2 colonnes. Il nous demande si on veut équilibrer les colonnes. Donc on voit que quand on veut équilibrer les colonnes, bah, ça nous équilibre les colonnes. La gouttière, donc ça c'est la séparation que vous voyez ici au milieu entre les colonnes. Vous pouvez mettre une marge, voilà, vous pouvez donner d'autres paramètres. Donc pour moi c'est OK, donc je clique simplement OK. Donc voilà, on a maintenant un texte sur 2 colonnes. Mais la césure est un petit peu bizarre parce que vous voyez que vous avez deux traits d'union l'un sur l'autre et ça se fait, ça se fait pas trop. Donc je vais aller dans les options de texte. Hein. Options là, vous les trouvez dans les options, donc c'est dans fenêtre, texte et tableau et paragraphe. Donc ici paragraphe, vous voyez que la césure est cochée. Si vous décochez la césure, bon là j'ai pas d'aperçu dans le texte, mais en gros si je décoche la césure, il va espacer les mots différemment, il y aura plus de césure de mots. Mais on peut lui donner plus d'informations sur ce qu'on aimerait dans la césure. Donc vous faites ici, donc dans paragraphe, plus d'options ici et césure. Donc en gros, là on lui dit qu'on aimerait qu'il fasse la césure sur des mots de 5 lettres au minimum, moi je lui dirais plutôt 7. Après les 2 premières lettres et avant les 2 dernières, là on peut mettre 3 et 3, on peut vraiment limiter les choses et faire de la micro-chirurgie dans la césure et dans le texte. Limite de la césure, moi je vais mettre une.
Comme ça évitera, comme ici, d'avoir deux césures l'une sur l'autre. Ensuite, là, il vous propose, est-ce que vous êtes d'accord de couper les mots en capital, couper le dernier mot ou la césure sur les colonnes. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, donne-moi cette lettre après les deux premières, avant les deux dernières, limite de césure, donc on met OK. Et voilà, j'ai fait le truc qu'il fallait pas faire. Comme ça, je vous montre. J'ai rien sélectionné, donc du coup, ça change rien. Voilà. Donc là, je recommence, je sélectionne, on voit que le bloc de texte est sélectionné. Tac, je vais dans césure. Effectivement, rien n'était changé. Je lui mets des mots de cette lettre au moins. Effectivement, ça changeait pas. Hein. J'avais l'aperçu qui était coché, je voyais que là, ça changeait rien. Donc les deux premières, avant les deux dernières. Et on va mettre une limite de césure à 1. Voilà. Et on voit que d'un coup, le texte bouge. Hein. Effectivement, il faut toujours se veiller d'avoir bien sélectionné les choses. Si vous voyez que ça fonctionne pas, que rien ne se passe, c'est peut-être que vous n'avez pas bien sélectionné la zone ou quelque chose comme ça. Donc, vous cliquez sur OK. Et on a changé la césure des mots. Maintenant, une autre chose, c'est la justification. Donc au niveau de la justification, c'est assez sympa parce que vous pouvez choisir pour, vous voyez, le dernier mot, si vous aimeriez qu'il s'aligne à gauche, à droite ou au milieu. C'est assez pratique parce que vous pouvez vraiment tout gérer. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire un autre truc assez sympa, c'est la lettrine. On voit ça souvent dans des magazines ou dans des livres. La première lettre qui serait plus grande, je vais vous montrer. Donc toujours faire attention de sélectionner le texte. Vous allez ici, donc c'est celui-là, la lettrine. Si vous passez le curseur dessus comme ça, il vous dit plus ou moins ce que c'est. Hein. Donc nombre de lettres, nombre de lignes en lettrine. Donc en gros, là, il va demander sur combien de lignes la lettrine va s'étendre. Je vais lui mettre 3. Ensuite, il va demander ici sur combien, comment vous dire, comment il l'écrit. Un ou plusieurs. Oui, effectivement, vous pourriez décider de prendre tout le premier mot en lettrine, de prendre les 3 premières lettres, de prendre les 4 premières lettres. Enfin, voilà. Là, typiquement, il m'a pris tous les paragraphes. C'est pas forcément ce que je voulais. Ce qu'on voit en général, c'est la première lettre du premier paragraphe, et ensuite, on ne trouve plus de lettrine sur tout le document, ou du moins sur tout l'article. Donc, c'est ce que je vais lui dire. Je vais annuler ça, voilà. Je vais venir ici avec mon outil de texte et je vais sélectionner uniquement le premier paragraphe et je refais donc la lettrine. Ici, j'en veux qu'une. Voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Je vous montre encore 2-3 petits trucs. Ici, vous pouvez ajouter une page. Vous pouvez en ajouter une seconde, donc elles se mettent en vis-à-vis. Hein. Là, vous voyez qu'elles se sont ajoutées ici parce que mon curseur était là. Hein. On va supprimer les 2 pages que je viens d'ajouter. Non, c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc le fameux CTRL-Z qui nous sauve dans bien des cas. Donc ça, je mets à la poubelle. Voilà, et celle-là aussi. Non, annuler. Oui, pardon. C'est ces 3 pages. Maintenant que je suis ici, quand je vais ajouter des pages, oups, il va les ajouter à la suite. Et quand j'en ajoute une deuxième, il va la mettre en vis-à-vis. Maintenant, j'aimerais avoir un numéro de page au fond de mes pages, en fait. Donc, je vais aller travailler avec les gabarits. Les gabarits, ce ne sont pas des modèles. Les gabarits, c'est quelque chose qui va s'afficher sur toutes les pages. Je sais pas, par exemple, vous auriez un papier avec des étoiles, quelque chose dessiné sur le fond, sur le background, ça vous le metteriez dans le gabarit. C'est pas effectivement pas un modèle où vous allez déjà dessiner des zones de texte. Bien sûr, vous pourriez le faire, mais c'est pas un modèle comme on entend un modèle, un template. Je vais vous montrer comment on pourrait ajouter donc des numéros de pages au fond des pages et comment on va ensuite appliquer le gabarit. Là, on voit que sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on ait rien fait, le gabarit 1 est appliqué à toutes les pages. Sauf qu'effectivement, quand on vient ici, donc dans les gabarits, hein, ça se trouve au sommet des pages, quand on double-clique sur le gabarit, effectivement, il n'y a rien. Donc, effectivement, il est appliqué à tout votre document, mais puisqu'il ne comporte aucun champ, pour l'instant, il n'influence pas votre document.
Vous allez commencer par dessiner la zone de texte où, à l'endroit où vous aimeriez que le numéro de page apparaisse. Voilà. Et vous allez dans page. Donc on a dessiné notre zone de texte. On peut écrire page, par exemple, pour qui précéderait le numéro de la page. Et on fait ensuite texte. Insérer. Attendez, donc voilà, vous pouvez inscrire page, par exemple, avant, hein, puis vous placez votre curseur texte à l'endroit où va s'inscrire le numéro de page. Vous faites toujours soit texte ici, soit clic droit dans le texte et le menu contextuel adapté à l'objet sélectionné. Donc ici, ce sera du texte, donc vous avez le menu contextuel de texte. Insérer un caractère spécial. Marque, numéro de page active. Alors là, vous voyez qu'il y a un A qui apparaît. A, c'est une balise. Donc, je vais vous montrer. Ça va pas écrire page A. Mais effectivement, là, on est sur un gabarit. C'est une espèce de balise. En gros, à la place de ce A, vous aurez votre numéro de page. On va, étant donné qu'on a des pages en vis-à-vis, répéter l'opération de l'autre côté. Donc, je dessine ma zone de texte. Ouais, je vais faire un peu vite et c'est pas forcément hyper symétrique, mais c'est pour vous montrer l'idée. Ici, de nouveau, clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et maintenant, on va voir sur nos pages ce que cela a créé. Oups, là, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Alors, vous voyez ici maintenant qu'il a inscrit page 1, page 2, page 3. C'est parce qu'on a utilisé ce gabarit-là sur ces pages-là. On va ajouter un nouveau gabarit pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc un nouveau gabarit qu'on appelle B, voilà simplement, et sur laquelle on est d'accord, il y a pour l'instant rien. Donc sur la page principale, la première page de notre document, on n'aimerait pas que le numéro de la page apparaisse. On imagine que c'est une page de couverture, même si là elle est franchement moche. Donc vous prenez votre gabarit B, où on voit effectivement ici qu'il n'y a rien, et vous le glissez, déposez sur votre page et on voit que maintenant la page 1 est soumise au gabarit B et qu'il n'y a plus de numéro de page. Donc les gabarits, c'est ça, à ça que ça sert. Parfois, quand vous arrivez sur certains modèles, vous avez des zones de texte que vous ne pouvez pas modifier et certaines fois, elles sont accompagnées d'un petit signe en bleu clair. Ça, c'est typiquement que le texte, que ce texte-là est géré en gabarit. Donc, allez dans vos gabarits et regardez ce que vous pouvez en faire, comment modifier. Vous pouvez avoir plusieurs gabarits pour un document. Vous pouvez ne pas du tout avoir de gabarit pour un document. Vous pourriez écrire un gabarit pour une seule page. Enfin, vous pouvez vraiment. Là, c'est un petit peu à vous de faire votre propre sauce. Je voulais vous montrer encore deux choses. La première des choses, c'est avant de passer en imprimerie ou avant de sortir votre ou d'envoyer votre document pour le web, vous avez la possibilité de faire un espèce de contrôle avant sortie qui s'appelle ici contrôle en amont. Dans ce contrôle en amont, ça va nous dire un petit peu toutes les choses qui n'ont pas fonctionné ou les erreurs qui seraient dans notre page. Alors, super, j'ai fait du bon travail, il n'y a aucune erreur, c'est formidable. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme erreur ici? Par exemple, vous pourriez avoir comme erreur que les photos ne sont pas en bonne qualité. Vous pourriez avoir comme erreur que la police de caractère est manquante. Typiquement, si vous travaillez avec une police de caractère qui est payante, qui n'est pas disponible sur tous les autres ordinateurs, il va vous le dire. Il va vous dire attention, cette police de caractère, voilà, elle n'est pas standard, elle ne se trouvera pas partout. Donc c'est assez pratique. Vous pouvez aussi définir les profils.
Donc là, vous pouvez définir vos propres profils. En gros, vous pourriez lui dire, moi, les images en basse qualité, je m'en fiche. Ne me tiens pas au courant de ça dans le contrôle en amont. Vous pourriez lui dire ou le contraire, par exemple, que vous aimeriez que des photos de très grande qualité. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc là, bah, typiquement, on pourrait décocher les polices manquantes. On pourrait décocher la taille minimum du texte, par exemple. Là, il nous dira, par exemple, si vous avez des choses en dessous de 4 points, il vous dira, attention, il vous dira pas c'est pas lisible, mais en gros, c'est ça qu'il veut vous dire. Voilà. Les liens, donc là il va vérifier les liens, voilà, images et objets, voilà, résolution. Donc là vous pourriez lui dire que bah, déjà ne contrôle pas la résolution des images, contrôle la résolution des images et indiquer une valeur. Là en fait, bon, tenez, on va essayer de lui mettre une résolution d'image impossible, comme ça il va nous alerter à un moment donné qu'il se passe un truc. Ok. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez créer plein de profils pour le contrôle en amont. Disons que si vous faites du print ou du web, peut-être vous contrôlez pas les mêmes choses. Peut-être que dans du web, certaines images en mauvaise qualité, vous vous en fichez parce que vous êtes content de pas vous les faire piquer. Enfin voilà, là vous pouvez vraiment faire de nouveau de la microchirurgie. Alors, je clique sur objet et image et je lui demande une résolution maximum minimum, je sais pas moi, de 950 qui doit absolument pas exister, et on clique OK. Et là, bah là, typiquement, il me dit qu'il y a 2 erreurs, parce qu'effectivement, mes images, elles sont pas à la résolution que j'ai entrée. Donc, effectivement, voilà. Il vous dira aussi, par exemple, dans InDesign, quand vous travaillez avec des images et que vous les importez dans votre document, bah vous les importez. Donc il faut toujours que l'image se trouve dans le dossier principal, dans le dossier source de votre ordinateur. C'est-à-dire que si vous supprimez cette image de votre ordinateur, votre document InDesign ne saura plus où aller la chercher. Donc il vous avertira par exemple si des sources ont été cassées, si si des sources n'existent plus. Et donc, ça vous permet de faire un premier contrôle en amont. Voilà. Une dernière chose, c'est au niveau du travail avec InDesign, justement, au niveau de ces images et de ces liens qui sont pas incorporés au document, si vous voulez, non, mais qui restent toujours dans votre ordinateur, dans d'autres dossiers, ou peut-être sur un serveur. Enfin, voilà. Maintenant, si vous aimeriez envoyer ce document à un de vos bon, votre collègue, il aurait peut-être probablement accès au même dossier que vous, mais disons que vous avez fait des cartes d'anniversaire avec votre ordinateur, avec les photos qui se trouvent sur votre ordinateur, et vous aimeriez envoyer, je sais pas moi, à votre tante pour qu'elle retouche le projet, mais elle n'a pas tous les documents, donc elle n'a pas les photos, elle n'a pas les polices d'écriture. Donc je vais vous montrer comment faire un assemblage qui va vous permettre de lui envoyer tous les documents. Donc vous venez ici dans Fichier et dans Assemblage. Donc effectivement, là, il va incorporer les polices, donc effectivement, les polices qui sont utilisées, les liens et les images, les couleurs si vous avez créé des couleurs spécifiques dans votre nuancier, et évidemment les paramètres d'impression que vous aviez déjà déterminés, et éventuellement les modules externes si vous en avez. Là, vous cliquez sur assemblage, et ensuite vous faites enregistrer. Voilà, là ça va vous enregistrer un dossier avec toutes les sources. Je vais vous montrer. Sympa parce que vous pouvez aussi nommer le fichier, vous pouvez lui mettre un petit commentaire, vous pouvez, enfin ça, c'est vraiment très très professionnel. Alors ici, oups là. Voilà, là vous pouvez déjà gérer, bah voilà, typiquement actualiser les liens des images, utiliser seulement les exceptions de césure. Vous pouvez déjà gérer des petits
comment vous dire, des petits détails. Donc je vais le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement. Voilà, voilà. Et là, vous cliquez OK. Et maintenant, je viens sur mon bureau et quand je clique sur mon fichier, eh bien, je vois que, oh miracle, oh c'est super, voilà. J'aurai là mes instructions, j'ai mon projet ici et dans les liens, j'ai les images et que dans le document de fonte, j'ai les fontes que j'ai utilisées au cas où la personne qui reçoit l'assemblage ne les possède pas sur son ordinateur. Voilà, j'espère qu'avec ces 2-3 petits trucs, vous pourrez passer un bon moment sur InDesign, que tout ça, ça a pu vous aider, que ce tuto était suffisamment clair, et je vous dirai à tout bientôt pour un nouveau tutoriel InDesign.